Bonjour, je suis le docteur Alexandra Miret, MCUPH à l'hôpital intercommunal de Créteil. Et on est ici aujourd'hui puisqu'on est à l'anniversaire de l'océanographie. Et dans les 10 dernières années, j'ai eu la chance avec le professeur Suyed et l'équipe de Créteil de beaucoup travailler sur l'OCT en chiot. Je passais au début des heures entières à regarder les images océanographie et d'essayer de les corréler avec l'imagerie multimodale conventionnelle, de voir qu'est-ce que ça donne dans des cas de McTell, d'occlusion veineuse, de DMLA, atrophique, exudative, etc. Et du coup, c'était très passionnant, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature au tout début. Donc il a fallu tout comprendre et essayer de voir à quoi correspondaient les segmentations, qu'est-ce qu'on pouvait voir de différent. Donc pour moi personnellement, et je pense que c'est prouvé par le nombre d'articles et l'utilisation clinique de l'OCT en chiot, c'était vraiment une petite révolution, même pas une petite, mais une révolution, et pas du tout un effet de mode. On voit que c'est un instrument qui est très utilisé en pratique clinique courante, qui a changé les paradigmes dans le diagnostic et le suivi des patients. On fait moins d'angiographie à la fluorescéine ou au verre d'endocyanine par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Avant, on faisait, donc, si on avait une suspicion, par exemple dans le cadre d'une néovascularisation maculaire, on faisait clairement l'angiographie à la fluorescéine ou au verre d'endocyanine pour voir s'il y avait vraiment un néovaisseau ou pas, en ne pouvant pas se baser seulement sur l'OCT structurel. Mais aujourd'hui, avec l'OCT-angiographie, on peut avoir l'image de la néovascularisation avec tous les détails morphologiques possibles en faisant un examen non invasif qui dure 10 secondes. Donc c'est sûr que c'est le premier examen qu'on va faire après l'OCT pour mettre en évidence une complication néovasculaire. Je pense qu'il y a quelques cas figures où l'océanographie a vraiment fait la différence. Et je fais plus de DMLA que du diabète ou des occlusions veineuses, donc j'ai plus tendance à penser à ces cas figures. Mais par exemple, dans le cadre des cicatrices fibreuses, on a vu avec l'océanographie qu'il y avait une membrane néovasculaire à l'intérieur de la cicatrice fibreuse, même si le patient n'était pas traité pendant 5-10 ans, qui était toujours perméable. On voyait du flux dans les images d'océanographie de la rétine externe. Après, une autre chose encore plus importante que ces patients qui sont finalement dans un stade très avancé de DMLA, c'est dans le cadre des patients qui ont une DMLA intermédiaire, on pense avec des drusénes confluents. On n'a pas tendance de leur faire l'imagerie multimodale avec l'angiographie, mais quand on fait l'océanographie, on a la surprise de découvrir une vascularisation dite quiescente, donc non exudative asymptomatique, qui existe chez ces patients et qui change finalement la façon dont on va suivre ces patients, puisqu'on va le voir beaucoup plus souvent afin de déceler les éventuelles complications exudatives. Et aussi dans le même registre, il y a la néovascularisation quiescente qui complique les patients ayant une DMLA atrophique. Donc parfois, chez les patients avec une DMLA atrophique, dans la zone d'épargne fovéolaire, on va avoir des néovaisseaux qui sont tout à fait asymptomatiques, non exudatifs. Et puisque c'est des patients DMLA atrophiques, on fait l'OCT, on fait l'autofluorescence, mais on n'a pas tendance de faire l'angiographie à la fluorescéine et au verre d'endocyanine. En fait, l'OCTA nous permet, on a vu ça avec mon collègue Vittorio Capuano il y a quelques années, on a publié nos résultats, nous permet de voir qu'il y a parfois des complications néovasculaires chez ces patients DMLA atrophiques qui peuvent exsuder aussi au fur et à mesure et qui vont changer complètement la façon dont on suit ces patients. Déjà, dans les dernières 10 ans, on a eu une vraie évolution technologique et dans les prochaines 10 ans, on attend déjà une meilleure résolution, une plus grande fenêtre d'acquisition, un montage un peu plus facile à faire pour couvrir une plus grande partie de la rétine. Pour l'instant, on a à peu près 60 degrés. On peut arriver beaucoup plus loin, je pense, avec les évolutions technologiques. D'autres moyens de quantification, peut-être d'autres biomarqueurs. On a vu ces 10 dernières années qu'il y avait la densité vasculaire ou bien la densité squelettale ou les déficits de flux au niveau de la choriocapillaire capillaire qui étaient des variables très intéressantes dans les pathologies rétiniennes. Peut-être qu'on en découvrira d'autres avec le temps, puisqu'on est vraiment dans une période
très intéressante parce qu'on a les premiers traitements pour la DML atrophique qui arrivent. Je pense que l'OCT-angiographie pourrait apporter aussi avec son OCT en phase structurelle aussi des informations très intéressantes pour les patients avec une DMLA atrophique. Pour l'OCT-angiographie, il y a une courbe d'apprentissage, c'est sûr. Ça prend du temps, il faut vraiment s'acharner et le faire à la plupart de nos patients pour en tirer vraiment au fur et à mesure les informations. Mais les informations qu'on a grâce à l'OCTA, qui sont complémentaires souvent à ceux qu'on a en imagerie multimodale classique, ça nous aide à réfléchir aussi à la physiopathologie de la maladie. Donc c'est très intéressant pour le patient, parce qu'on réduit le nombre d'examens si on sait faire l'OCT-angiographie correctement, mais aussi pour nous intellectuellement, pour voir quel est le mécanisme de la maladie.